Prenons une première question. Qu'est-ce qui vous a empêché d'inclure plus de patients? Ce qui nous a empêché d'inclure plus de... Je vais répondre de ce que... j'étais tenue très régulièrement au cours de la recherche, donc c'est le fait d'avoir mené déjà 2 types de recherches, l'une sur don, consentement du côté des équipes, de l'autre celle sur le vécu de la grève du côté des patients, donc c'est une double recherche. En même temps, et aussi tout simplement le fait d'avoir aussi ces actions d'accompagnement, ouvrir la clinique juridique, prendre lien avec les juristes. Je connais bien ma postdoctorante, les entretiens étaient longs. Il y a aussi tout le travail d'insertion dans l'univers hospitalier. Je pense qu'Élise et Carlio pourront ouvrir un espace de recherche en éthique dans un service de chirurgie, c'est convaincre des institutions, c'est prendre lien avec l'ensemble des professions, du chef de service à l'interne, à l'externe, aux soignants, etc. Donc plus les acteurs juridiques ou artistiques qui viennent se greffer. En fait, c'est vrai qu'on a mené des actions de différentes natures. Plusieurs recherches, des actions de formation, des actions juridiques, des actions artistiques, et tout ça en 2 ans. Voilà, c'était un challenge. Mais peut-être du côté, de votre côté, vous pouvez aussi nous dire comment se bricolent des enquêtes qualitatives qui sont très chronophages. Oui. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la dimension de l'enquête qualitative en elle-même qui nécessite par définition de s'asseoir et de dédier un temps assez long au fait que les gens puissent avoir l'espace de parole dont ils ont besoin. Mais aussi, il y a aussi la dimension de, en tant que chercheur en éthique ou pour notre cas en psychologie, rentrer dans une équipe de soins. Rentrer, j'utilise ce mot à bon escient, mais c'est vraiment comment à la fois rester dans une position de chercheur, bien sûr, mais aussi d'être suffisamment... comment je pourrais dire, ami, en tout cas, d'être suffisamment inséré dans le dispositif et introduit. Donc ça passe par beaucoup de discussions et de facilitation par les cadres du service. On a travaillé beaucoup avec la psychologue à l'AJA. Les médecins ont beaucoup soutenu en présentant staff, cette enquête soignante par exemple. Et d'ailleurs, c'était réalisé sur du temps de travail à l'hôpital, c'était pas en plus. Et c'était dans les salles de soins. Et moi, par exemple, j'ai fait tous les entretiens de nuit, de l'équipe de nuit, et c'était très... Enfin voilà, j'avais l'impression de faire une observation de terrain aussi en même temps. Mais tout ça est très chronophage, bien sûr. Mais c'est la condition indispensable pour pouvoir avoir une place en tant que chercheur dans ces dispositifs. Pour renforcer aussi le caractère prosaïque de nos réponses, mais en fait, on a créé cet espace. Ça a été une vraie pièce qu'on a repeinte, oui, pour laquelle on a cherché du mobilier dans un contexte de moyens un peu. Mais on voulait, et on a été soutenu pour ça par le programme, par la direction des hôpitaux, qu'il y ait un endroit qui soit institué pour l'éthique et pour qu'il y ait à la fois cette remontée des questionnements éthiques des patients et des soignants vers des chercheurs, et ensuite des mouvements de restitution ou de formation ou d'accompagnement. Mais faire en sorte que... C'est pas qu'on a eu des freins institutionnels, mais c'est instituer un tel lieu, le construire, le rendre visible, ça prend du temps. Et ensuite, une fois qu'il a été institué, ça a été un vrai succès, avec ce défaut, cet inconvénient en tout cas, ou en tout cas cette conséquence, pour parler pas de manière normative que disait Élise, c'est que ça devient un lieu où il y a aussi une demande d'écoute qui est thérapeutique, qui est soignante, qui est non exclusivement scientifique. Voilà. Je propose que les réponses ne soient pas trop longues, de façon à permettre à un maximum de gens de poser des questions. Merci beaucoup. J'ai eu la possibilité d'aller à un café éthique et d'entendre donc les discussions et de voir ce lieu. Donc j'étais très intéressée. Et
La question que je me pose depuis, c'est dans quelle mesure, quelles sont les concessions au niveau des a priori philosophiques que vous avez dû faire pour pouvoir entrer justement dans ces lieux par rapport à la philosophie des soignants. Bon, une des questions qui m'était apparue, c'était par exemple qu'il n'était pas possible de remettre en question directement lors du moment du café éthique, où ça tombait dans le vide, disons, le fait de pouvoir par exemple faire le bien de quelqu'un à son insu. Donc pour un médecin, c'était évident, donc c'était un médecin cadre. Et donc, il y avait aussi toute cette hiérarchie à l'intérieur du café éthique qui distribuait la parole et la pensée même à l'intérieur. Donc voilà, comment l'exercice philosophique s'adapte à la pensée socio-médicale. Merci. Bon, je suis très attristée que vous ayez vécu ça, parce que toute la et ressenti ça, et ça prouve que le travail n'est pas fini, mais vraiment tout notre travail est précisément vise à contrebalancer tout le poids normatif et hiérarchique que vous dites. C'est-à-dire vraiment pour nous, ces cafés, on les a pensés avec par exemple une égalité de parole entre le philosophe et le clinicien, avec l'idée que la parole devait circuler de manière... alors évidemment, les hiérarchies et les distinctions professionnelles, elles sont là, mais nous veillons à ce que le soignant, l'aide-soignante, l'interne, l'externe, comme le chef de service, puissent s'exprimer. Ensuite, ils sont aussi libres, bien entendu, de leurs propos, mais... pour nous, ne pas porter la blouse blanche, bien évidemment, et assumer, vous avez donc assumer ce caractère le moins hiérarchisé possible de la distribution de la parole, le plus pluridisciplinaire possible, le plus horizontal possible. C'était vraiment pour nous un cahier des charges. Vous avez été là à un mauvais moment, mais nous sommes tout à fait conscients. C'est une réalité ouais. qu'on trouve à l'hôpital. Oui, enfin bon, en tout cas... L'organisation de l'hôpital qui est comme ça, la distribution de la parole, elle se fait aussi avec ces... Ouais. Enfin, moi, je crois mieux travailler avec, de considérer qu'on puisse la supprimer comme ça. Bien sûr, mais c'était notre... Enfin, pour avoir été co-organisatrice de 12 cafés éthiques, je peux vous dire quelle a été, nous, notre manière de faire. En revanche, sur les concessions philosophiques, là je suis un peu aussi... nous sommes très conscientes depuis longtemps qu'ici il y a bien un discours qui est l'objet de divergence et de tiraillement normatif, c'est bien sûr le discours éthique. Et nous, notre but, c'est toujours de commencer par des analyses avec des concepts fondamentaux, les derniers points des recherches actuelles. Non, mais bon, je sais qu'il faut que je fasse vite, mais en fait, c'est exactement ce contre quoi on a voulu se battre pendant 2 ans. Donc, je réponds avec la passion qui me caractérise. Est-ce que tu pourrais revenir un peu plus en détail sur la clinique juridique que tu as évoquée comme ça, que je trouve être un dispositif vraiment intéressant. Par exemple, du côté des recherches en psychiatrie, ce serait très intéressant de développer le même type de dispositif. Donc, et savoir un peu comment est-ce qu'elle a été construite et aussi comment vous l'intégrez, si vous l'intégrez dans le dispositif de recherche lui-même. En fait, on ne l'a pas intégré dans le dispositif de recherche. La convention a été signée avec Benjamin Pichot, qui est avocat et maître de conférence à Paris 8. Il y a eu des consultations mensuelles, des permanences mensuelles. Et pour le reste, vraiment, pour le détail, je veux bien que tu poses des questions à Valérie Gâteau. Mais en tout cas, c'est très important. Ouais. Il y avait une question, il y avait Marie-Pierre qui était là. Il y a plusieurs personnes, c'est pour ça qu'il faut... Mais moi, je voulais intervenir sur quelque chose parce que j'ai l'impression que nos collègues n'ont
peut-être pas assez insisté sur ce qu'on disait, c'est on ne fait pas de recherche sur la médecine ou sur les médecins, mais on fait des recherches avec eux. Et on part de quelque chose qui est important, c'est qu'on n'arrive pas comme experts et chercheurs au-dessus de la mêlée, mais en partant de quelque chose, c'est que les situations qu'on rencontre à l'hôpital, que ce soit du côté des familles, des patients et des soignants, sont des situations d'extrême souffrance, et que ce qui est fondamental, c'est les modalités de défense, en particulier chez les professionnels, contre cette angoisse et cette souffrance. Donc l'enjeu, c'est comment arriver à être dans une vraie relation d'interlocution avec eux, et dans quelque chose qui est de leur montrer que bien souvent, ce que leur pratique quotidienne, pour la supporter, ils mettent de côté ou qu'ils répriment et qu'ils considèrent que c'est pas très important ou que même c'est pas très propre, il faudrait pas en parler. Je parle par exemple de tout ce qui se fait autour des soins intimes. C'est en réalité des lieux de savoir précieux et c'est de les aider à coucher de ce savoir. Et c'est en ce sens que c'est vraiment une démarche collaborative, de co-chercheurs. Et je crois que c'est cette dimension-là qui est extrêmement importante et qui a dominé, je dirais, nos pratiques. Alors, il y a... Bon. Bonjour. Ce que j'ai trouvé très riche dans votre présentation, c'est d'avoir travaillé et d'avoir mis au travail le personnel soignant et d'avoir pu leur faire entendre les projections qu'ils pouvaient avoir par rapport à leur propre vécu et que ça ait pu faire évoluer la relation qu'ils pouvaient avoir avec les adolescents et avec les jeunes. Parce que c'est ce qui est extrêmement difficile à l'hôpital. C'est dès que vous vous adressez directement à des soignants, ils ont tout de suite des mécanismes de défense parce qu'ils veulent bien faire leur travail. Ils sont tout le temps dans des évaluations, dans le jugement qui est porté sur la technicité de leurs gestes. Et du coup, ils prennent tout de suite toute parole directe de questionnement sur leur pratique comme une mise en cause de leur pratique. Et je trouve que ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant dans ce que vous présentez, c'est d'avoir pu mettre ça au travail dans ce service par ce processus de recherche, en fait. Et qui, du coup, apporte des échanges avec les patients, obligatoirement, parce que c'est ça qui se noue, en fait. Oui, d'ailleurs, vous m'entendez là ? Oui. Je voulais juste dire, en termes de retombées, il y a eu beaucoup de retombées depuis qu'on a mis en œuvre ce projet, mais l'une des retombées qui a été beaucoup soutenue par le chef de service et puis Cécile Perrier, la psychologue, c'est de mettre en place finalement, parce que les focus group ont été une antichambre un peu de ça, mais des groupes d'analyse de pratique. Et donc en distinguant bien les deux, c'est-à-dire que les focus group de recherche n'avaient pas vocation à analyser les pratiques, mais c'est parce qu'il y a eu toute cette démarche de restitution collective et les focus group, et où la parole a eu cette valeur finalement de prise de conscience par eux-mêmes et pour eux-mêmes, que je crois que ce dispositif ensuite d'analyse de pratique a été mis en place. Enfin, c'est vraiment ça m'a été rapporté comme ça, en tout cas dans ce sillage-là. Et oui, c'est vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on serait venu avec nos gros sabots de psychologues en disant mais c'est facile, soigner les adolescents en vous référençant à votre propre adolescence, enfin voilà, ça aurait été grotesque. Sauf que là, ça a émergé et ils se sont rendus compte de la richesse de ça et en allant puiser là, à quel point ça les mettait en difficulté, bien sûr, mais à quel point aussi c'était un point d'appui assez central et partageable surtout. Donc, peut-être voilà, ça c'est en aval en quelque sorte. En amont, ce qui a été déterminant également, c'est que cette idée de s'intéresser aux représentations qu'ont les soignants, rien que cette expression pourrait donner des boutons à certains. Eh bien, justement, ça a fait l'objet de discussions et d'échanges jusqu'à ce que ça soit un objet de recherche. On peut même aller jusqu'à dire un objet scientifique, cette affaire-là. Et donc, on avait aussi la chance d'avoir un chef de service qui était intéressé à cela dans le contexte de la création aussi de cette nouvelle unité. Donc, tout ça a été aidant, évidemment. Mais si, en amont, il n'y a pas cet intérêt pour que cet objet assez mou, ce n'est pas un objet dur, les représentations des soignants, c'est, à mon avis, beaucoup plus difficile, du coup, de mener des recherches. Donc,
ce travail en amont est indispensable parce que ça va déterminer plusieurs années de collaboration ensemble. C'est d'ailleurs un point commun, je dis juste un mot, c'est l'espace à Beaujon s'est créé au moment de la venue d'un nouveau chef de service dans ce service-là. Donc effectivement, c'est toujours à des moments de renouveau et d'impulsion qu'il faut que les choses soient actées comme un nouveau point de départ. C'est une condition institutionnelle importante. Donc, sur le premier travail que j'ai trouvé très exceptionnel, je voulais dire que finalement, vous avez créé pratiquement à leur insu des professionnels partenaires de recherche. Et peut-être, je ne sais pas si vous avez récupéré le vécu de cette expérience de recherche partenaire entre des chercheurs et des professionnels. Mais quelque part, moi, ce partenariat, pour moi, qui était tellement respectueux, moi, je vois ça aussi comme un soin, en plus d'être un partenariat de recherche. Mais ce que je veux dire, que ces professionnels qui ont participé à cette recherche, pour moi, je pense que ça va être des meilleurs soignants, ça va être des patients qui vont moins souffrir dans leur exercice. Et puis c'est des personnes, et puis vous avez, là c'était aussi un processus de faire équipe, c'est-à-dire vous avez créé une équipe dans le service, donc tout ça ce sont des choses positives. Qu'est-ce que je vais dire de ça? Je sais plus, je voulais à partir de ça... ce que je voulais dire, c'est que c'était exceptionnel et que... c'est en plus, il y a une exemplarité de ce que vous avez fait, quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas. En tout cas, je rebondis juste sur l'expression faire équipe. Il est vrai que bon, ça a été décrit en tout cas à Beaujon dans ce service-là. Alors évidemment, il faudrait reproduire l'expérience pour pouvoir monter en généralité, mais les soignants et les non-soignants, les cadres nous ont dit, et moi je l'ai vu parce que à chaque fois que j'y allais, donc nous ont dit que la parole circulait mieux, que justement les difficultés, les remises en question, les remises en cause étaient plus facilement abordées. Et donc je l'ai vu aussi dans les cafés éthiques. Moi, j'ai plutôt assisté à des réunions où il s'agissait justement d'un moment qui n'était pas vécu comme un moment médical, donc moins hiérarchisé, moins protocolisé, et où on s'autorisait à poser des questions qu'on n'aurait pas posées dans d'autres moments, dans d'autres temps de travail. Peut-être encore une mini-remarque qui était aussi... Ah, excuse-moi, j'ai pas vu que tu le souhaitais. Non, c'était simplement vous dire une petite chose encore, c'est que tout ce qu'on vous a exposé, il faut quand même aussi ressouligner à quel point il y a une série de moments où on est effectivement co-chercheur, au point où à certains moments, il y a des étapes qui ne sont pas prévues, hein, et qui commencent à prendre plus d'ampleur à l'insu de tout le monde, d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est essentiel parce qu'encore une fois, ça va dans le sens de ce que j'essaie de dire dès le début, c'est-à-dire que l'idée qu'il faille absolument que le processus de recherche soit bien maîtrisé et que toutes les étapes soient relativement bien préparées, codifiées, etc., c'est une idée rassurante pour tout le monde, mais elle est fausse. Je veux dire, dans la pratique de la recherche, ça ne se passe pas comme ça, et c'est tout à fait indispensable que les chercheurs assument tranquillement qu'ils ne savent pas nécessairement où ils vont. Parce que c'est avec ça dans la tête, suffisamment bien clairement dans la tête, que le travail peut se faire d'une manière intéressante, heuristique, c'est-à-dire que la sérendipité dont Élise n'a pas parlé peut advenir. C'est un mot que j'adore, d'ailleurs. Non, juste, je vous remercie de ces remarques. Et peut-être, je ne sais pas, enfin, on ne sait pas, on n'a pas évidemment évalué l'impact de cette recherche sur les soignants. Néanmoins, on peut dire ce qu'il en a découlé, et je pense que c'est une façon de montrer que, en tout cas, bien des aspects de ce pari ont été gagnés, même s'ils sont toujours fragiles.
Mais j'en donnerai deux, alors un plus institutionnel que l'autre, mais par exemple, ça a quand même conduit toute cette affaire à une création d'équipes de chercheurs à l'IUH, l'Institut universitaire d'hématologie, donc chercheurs en psychologie clinique au sein de l'hôpital, et pour rebondir sur ce que tu disais Céline, avec des locaux, enfin voilà, des choses très concrètes là aussi, un poste pérenne de chercheurs, de psychologues-chercheurs bien sûr, avec aujourd'hui déjà 3 personnes qui se sont succédées, mais surtout je crois que ça a donné lieu dans le service à vraiment une meilleure collaboration. Enfin, ça fait moins peur, j'ai l'impression, de s'associer à des chercheurs. Et donc, par exemple, en ce moment, il y a un tandem de publication entre la psychologue et une autre de nos jeunes doctorantes qui travaillent. Et puis moi, j'ai travaillé avec une infirmière sur une étude qu'on a menée dans l'unité sur les massages. Donc voilà, je ne sais pas si ça les a soignés, je ne pourrais pas dire ça, parce que de toute façon, ce n'était pas le but, et puis ça n'a pas été évalué. Mais ça a donné lieu à beaucoup de pratiques qui se perdurent, même si ce sont des équipes où il y a un turnover assez énorme, et qu'aujourd'hui, je crois qu'il reste quelques personnes seulement qui étaient là à l'époque de l'étude. Mais ça fait trace, en tout cas. Oui, enfin, je voulais dire un peu la même chose que la personne qui a parlé juste avant moi. Je crois que le secret, en tout cas de ce que je comprends, c'est pas justement que vous avez mis des gens au travail, c'est que vous avez travaillé ensemble, vous avez co-construit cet objet de recherche. Les choses sont faites dans le respect, et que ça ait fait progresser tout le monde et en plus produit des connaissances, je crois que c'est ça le secret. Je crois pas que évidemment, généraliser en disant que les soignants, quand on leur pose des questions, sont dans une posture de défense. C'est pas du tout de ça qu'il s'agit là. C'est comment est-ce qu'avec une équipe de soignants et l'aval du chef de service, on arrive justement à dépasser tout ça et à se trouver dans une position qui est une position co-construite. Moi, je voulais vous remercier, et puis remercier aussi le travail de Valérie Gâteau, parce que c'est justement cette position particulière que vous prenez qui permet de remettre en question des connaissances qui sont quasiment gravées dans le marbre depuis des années et des années, qui sont des mauvais transferts d'un domaine à l'autre. Et je parle sans les remettre en question. Je voulais en particulier parler de la question de la dette chez les patients greffés. La question de la dette chez les patients greffés, en appliquant de façon un peu caricaturale, alors je parle sous le contrôle évidemment de Sylvie Faisan, parce que je ne suis pas anthropologue, je ne suis que médecin, est une question, moi, qui m'a toujours interpellée. Elle m'a interpellée parce que ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il y a une sorte de manière que peuvent avoir certains de construire cette histoire de dette, un peu ce que Valérie Gâteau suggérait, c'est-à-dire que en fonction du regard que les autres portent, des propos que les autres portent, on peut tout à fait induire chez des patients greffés un sentiment de dette qu'ils n'ont pas forcément besoin d'avoir. Donc cette position d'aller à la rencontre des gens avec des outils qui sont des outils, enfin, que ce soit philosophiques, anthropologiques, psychologiques, etc., mais avec des savoirs extrêmement forts, permet justement de faire émerger un nouveau savoir, sans que ce soit, de mon point de vue, en faisant des concessions par rapport à la discipline initiale. C'est justement parce que chacun connaît et maîtrise bien sa discipline initiale et ne se remet pas en cause dans son identité de philosophe, d'analyste ou de psychiatre ou de médecin, qu'on va arriver à faire des choses ensemble en construisant sur du neuf. Donc voilà, moi je voulais juste prendre la parole pour ça. Pour me donner la parole, puisque tu m'as interpellée. Effectivement, c'est un point que j'avais noté, que j'ai trouvé très intéressant dans votre travail. C'est de montrer que, parce que finalement, quand on lit, il y a pas mal de travaux sur les greffes, les dons d'organes, et finalement, on lit à tout bout de champ, on va convoquer la théorie du don de Mauss, et on se rend bien compte là que ça ne marche pas comme ça, et en particulier, on se rend compte que, bon, tu le disais très bien, qu'il y avait qu'il fallait mettre en question cette idée qu'il y avait un sentiment de dette, et il y avait finalement un pourcentage assez faible de personnes qui se sentaient redevables. Or, précisément, dans la théorie du don de Mauss,
ce qui est montré, c'est que le fait de donner et de rendre, d'ailleurs souvent de rendre, il faut rendre plus que ce qu'on a reçu, c'est quelque chose qui vise à créer du lien social. Or là, c'est pas le cas. Donc ça marche pas, hein. Cette espèce de plaquage systématique de la théorie du don, ça marche pas comme ça, quoi. Les choses sont un peu plus compliquées, on le voit bien dans ce que tu as présenté. Et puis une autre petite remarque concernant votre travail. Alors personnellement, moi j'ai pas eu l'expérience de professionnels sur la défensive, de soignants sur la défensive. J'ai plutôt eu été confrontée à des professionnels qui se positionnaient en tant qu'experts. Et pour eux, voir débarquer un sociologue ou un anthropologue dans un service, c'est très bien si on peut discuter avec lui d'expert à expert, hein, d'égal à égal, très bien, mais surtout pas qu'on veuille travailler sur lui, c'est-à-dire qu'on le prenne comme objet d'étude, comme un patient. Et ça, c'est quelque chose que, bon, justement, ce que vous avez réussi à faire, je trouve ça super. Et une autre chose aussi que je trouve très intéressante dans ce que vous avez évoqué au début, c'est la nécessité de négocier que vous avez eue au départ et d'essayer de faire comprendre l'intérêt de faire du qualitatif, hein, et pas seulement du quantitatif. Alors ça, je crois que tous les gens qui ont travaillé dans le qualitatif connaissent le problème. Moi aussi, je l'ai rencontré. Alors, c'est pas vrai seulement d'ailleurs des gens qui sont professionnels de la clinique. C'est vrai aussi quand on rencontre des épidémiologistes, quand on rencontre toute une série de professions. Mais finalement, je dirais, à leur décharge, parce que je ne veux pas leur lancer la pierre, c'est vrai qu'ils ont été formés comme ça, mais il faut voir aussi que cette espèce de culture du chiffrage et de la mesure, c'est quelque chose qui envahit de plus en plus la sphère sociale. Et il suffit de regarder la manière dont nous, les sciences sociales, sommes évaluées dans la société actuelle. Finalement, maintenant, les commissions comptent le nombre d'articles, mais ne les lisent pas. On est dans cette espèce de cantophrénie à tout va. Et je crois que là, cette espèce d'ambiance globale, elle n'arrange pas les choses, hein, pour les médecins. Voilà. Vous voulez dire un dernier petit mot ? Merci. Alors, merci à tous. Et puis, on fait une petite pause d'une demi-heure.